Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du 21 sur l'attention visuelle au cours du développement. Je suis Lise Brunet, doctorante en psychologie et membre du 21 du LabCD, ici pour vous guider au fil de ce podcast et explorer les dernières découvertes en psychologie. Notre mission ici, au 21 du LabCD, est de rendre la recherche scientifique accessible à tous. Chaque épisode, nous invitons un chercheur du laboratoire pour vous dévoiler les mystères de la psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. Pour ce nouvel épisode, nous avons la chance d'accueillir Nicolas Poirel. Bienvenue Nicolas, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et auditrices ? Bonjour, donc Nicolas Poirel, je suis professeur de psychologie du développement à l'université Paris-Cité et chercheur au LabCD. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est exactement l'attention visuelle en nous donnant peut-être des exemples ? L'attention visuelle est notre capacité à considérer et à traiter les informations de notre environnement. En fait, on a énormément d'informations qui sont présentes dans notre environnement visuel. Notre cerveau va devoir faire un choix. Il y a des informations qui vont être traitées en priorité, d'autres sur lesquelles on va devoir faire un effort cognitif pour les traiter. C'est l'attention visuelle. Tes travaux portent entre autres sur la distinction entre un traitement local et un traitement global de l'information. Est-ce que tu pourrais clarifier cette distinction ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parmi les informations de l'environnement, il y a une forme de hiérarchie, en fait, dans les informations qui sont disponibles. Il y a des informations qui sont des informations globales, c'est à la fois le contexte de la scène, l'ensemble de la scène. L'ensemble de la scène, le parallèle que l'on fait en général, on va parler d'une forêt, par exemple, on prend l'exemple d'une forêt. Donc le niveau global, ça va être la forêt, et on peut se focaliser sur des détails de cette forêt, sur les arbres, donc on est à un niveau plus local, et si on se focalise sur un arbre, ça devient le global des branches, des feuilles, du tronc de l'arbre. Voilà. Donc il y a toute une hiérarchie du local au global. Et en fait, c'est valable pour toutes les situations visuelles de notre vie quotidienne. Donc il y a toute une hiérarchie de traitement. Et nous, on va étudier la priorité de traitement des informations visuelles et comment cette priorité de traitement évolue avec l'âge. Alors quels sont les avantages de chacun de ces deux types de traitements ? Comment est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre d'un point de vue cérébral ? L'avantage, c'est il y a des traitements qui vont être automatiques et d'autres qui vont être plus contrôlés. En fait, et les traitements automatiques, ça permet une économie cognitive au niveau des ressources mobilisées par le cerveau. Donc, par exemple, chez l'adulte, on va être en mode global. En fait, on va percevoir d'abord l'information globale et après les détails, ce qui nous permet en fait de mobiliser moins de ressources dans notre vie quotidienne. Et dès qu'on a besoin de faire attention à une particularité de notre environnement, à une tâche à effectuer, on va passer en mode local, et là ça va être plus coûteux au niveau cérébral. Et donc le mécanisme qui permet de passer de l'un à l'autre, eh bien il va y avoir évidemment des fonctions exécutives qui vont être forcément mobilisées pour pouvoir inhiber l'information qui ne sert à rien, mais qui est traitée de façon automatique par le cerveau, par exemple la forêt, dans l'exemple de tout à l'heure, pour pouvoir traiter une information sur laquelle on veut porter notre attention, par exemple un arbre, où on voit un petit écureuil qui est en train de monter dans l'arbre. Si on veut faire attention à ça, on va devoir inhiber l'information globale pour pouvoir nous focaliser sur ce qui nous intéresse. Là, ça va être plus coûteux. Donc, dans la vie de tous les jours, il faut alterner entre les deux, déjà pour ne pas être trop fatigué à la fin de la journée, mais en plus pour permettre une économie cognitive et mobiliser notre énergie uniquement quand c'est nécessaire. D'accord, donc pour résumer, dans la vie de tous les jours, on est plutôt en tant qu'adulte sur un mode global, et dès qu'on veut faire attention à quelque chose en particulier, on passe plutôt en mode local. Exactement, le mode automatique, donc au niveau adaptatif, c'est optimisé puisque on est en mode global. Quand vous conduisez votre voiture, en fait vous êtes en mode global, ce qui se passe dans l'environnement. Vous avez un traitement automatique de ce qui se passe pendant que vous conduisez. Il n'y a pas trop de surprises en fait, on est habitué à conduire, c'est procédural. Et si d'un coup il y a un événement imprévu, quelqu'un qui traverse, ou bien si par exemple il se met à pleuvoir ou à neiger, vous passez en mode local, c'est beaucoup plus coûteux au niveau attentionnel, on le ressent en fait. Ça nous on va le mesurer en laboratoire. En fait ce passage au mode local chez l'adulte, il est plus coûteux au niveau attentionnel, nécessaire dans la vie de tous les jours, mais on va être obligé de dépenser un petit peu plus, on va avoir un effort cognitif attentionnel plus important, et donc on va passer d'un traitement à l'autre, et dès qu'on le peut, on reste en mode global tranquillement pour faire des économies d'énergie au niveau du cerveau. Alors, tu as parlé de mesures en laboratoire. Comment est-ce qu'on fait justement pour mesurer ses capacités ? Alors pour mesurer ces capacités, on va utiliser des figures que l'on appelle des figures hiérarchiques. Ce sont des figures qui permettent d'étudier ces deux types de traitements indépendamment l'un de l'autre. On va utiliser par exemple chez l'enfant un grand carré fait avec des petits ronds. Donc on a une forme globale, c'est le grand carré. Les petits ronds, ce sont les éléments locaux.
Et en fait, l'avantage, c'est qu'on ne peut pas prédire un niveau par rapport à l'autre. Si on reprend l'analogie de la forêt, on sait qu'une forêt, c'est constitué d'arbres, et les arbres forment la forêt. Donc il y a un maillage en fait entre le global et le local dans la vie de tous les jours. En laboratoire, on va chercher à isoler ces traitements, et ce qui nous permet de les étudier indépendamment l'un de l'autre, mais aussi de connaître l'influence de l'un sur l'autre. Donc ces petits ronds là dont je vous parlais tout à l'heure, on va voir si quand on traite les petits ronds, est-ce qu'on est gêné par le grand carré ou pas. Et c'est le cas. Chez l'adulte, on va devoir inhiber le grand carré pour traiter les petits ronds. En revanche, l'inverse n'est pas vrai. On ne va pas avoir besoin d'inhiber les petits ronds pour traiter le grand carré. Donc là, ça reflète ce que l'on voit dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on a besoin d'inhiber le global pour traiter les détails, mais quand on regarde la scène de façon globale, c'est automatique. On n'a pas besoin d'inhiber le traitement de chaque détail. Et donc on va pouvoir étudier la courbe développementale de l'enfant à l'âge adulte, de l'évolution de ces deux types de traitements. Et justement, cette courbe développementale, comment elle se présente? À partir de quel âge ces deux types de capacités attentionnelles, ça commence à se développer et jusqu'à quel âge ça continue de se développer? Alors elle se développe dès la naissance, en fait, mais on a la physiologie de l'œil qui doit se mettre en place avec ce qu'on appelle des voies visuelles, des traitements de voies magnocellulaires, parvocellulaires, enfin ça voilà, on a toute une physiologie qui doit se développer au cours des premiers mois de la vie et qui va continuer à se développer après. Mais au niveau attentionnel, on voit qu'en fait l'enfant, avant son 5e anniversaire, 5e, 6e anniversaire, va se focaliser sur les détails. Il va se focaliser sur chaque arbre et il va dire, bah, tiens, il y a un arbre, il y a un arbre, il y a un arbre, ça fait une forêt. Vers 5-6 ans, ça va s'inverser. Et donc après 6 ans, après 5-6 ans, l'enfant va vous dire, c'est une forêt qui est constituée d'arbres. Vous voyez, la dynamique de description du monde s'inverse entre le jeune enfant et l'enfant un petit peu plus âgé. Et ça va continuer à se développer au cours de l'adolescence pour atteindre un niveau optimum à l'âge adulte, en fait. Voilà. Donc les deux types de traitements se développent en parallèle, avec une préférence pour les détails locaux avant 5-6 ans, et une préférence pour le traitement global après 6 ans. Donc on a dit qu'on développait justement une préférence pour ce traitement global par souci d'économie d'énergie. Du coup, est-ce que ça demande plus d'énergie aux enfants ou est-ce que c'est leur mode de fonctionnement et du coup ça leur demande pas forcément plus de ressources? Alors ça leur demande beaucoup de ressources, et en fait on s'est évidemment posé la question de se dire mais pourquoi chez l'enfant? Parce que ça va à l'encontre des voies visuelles dans votre cerveau. En fait, dans votre cerveau, de façon automatique, ce sont les informations globales qui arrivent plus vite et qui sont traitées automatiquement, au niveau physiologique en fait, ce qu'on appelle la voie magnocellulaire. En fait, la voie parvocellulaire qui vous permet de traiter les détails, en fait, elle met un petit peu plus de temps à se développer. Mais là, on peut se demander pourquoi ces enfants ont une préférence pour le traitement local. Donc l'hypothèse que l'on fait, c'est juste une hypothèse, mais en fait elle se vérifie avec des faits expérimentaux, puisque ça fait plus de 20 ans qu'on trouve une préférence locale chez l'enfant avec plein de matériel différent en fait. C'est pas une seule expérience qui a prouvé ça. Et bien en fait, on se dit que ça doit être très adaptatif. C'est-à-dire qu'un enfant, avant son 5e anniversaire, c'est vraiment les premières étapes de découverte du monde. Et pour découvrir le monde, pour découvrir un nouvel objet, découvrir sa fonction, ses particularités, bien en fait un traitement qui va être le plus optimum, c'est de se focaliser sur les détails. En fait, se dire, tiens, à quoi ça sert? Quelle est sa couleur? Quelle est sa forme? Comment on peut le manipuler? Tout ça, ce sont des traitements plutôt locaux. Et en fait, l'enfant est dans ce mode-là de traitement automatique pour découvrir le monde. Et vers 5-6 ans, en fait, ça va s'inverser. Parce qu'en fait, l'enfant commence à avoir une connaissance assez précise de son environnement. Ça va continuer à se développer tout au long de la vie. Mais en fait, la découverte du monde en local, et après, on va globaliser tout ça. Et c'est ce qui va devenir automatique chez l'adulte. Maintenant, si vous découvrez un nouvel objet, ou si vous avez un nouvel ordinateur, un nouveau caméscope, quoi que ce soit, vous vous rendez compte que vous allez repasser en mode local pour le découvrir. Donc à l'âge adulte, on va faire ça. Et on voit que c'est coûteux au niveau attentionnel. Donc les enfants, en effet, c'est très coûteux pour eux. À la fin d'une journée, ils sont en mode local tout le temps. Donc ils sont d'autant plus fatigués qu'ils ont dû conserver ce mode local, qui est leur mode par défaut, mais c'est le mode qu'impose le cerveau pour découvrir le monde. Et on s'aperçoit que finalement cette ontogenèse de développement, c'est-à-dire avant 5 ans, 5-6 ans, traitement local, après 5-6 ans, traitement global en général, on le retrouve au niveau microgénétique. C'est-à-dire pour chaque apprentissage de la vie, on va passer d'abord par un mode local, puis progressivement ça va s'intégrer et on va pouvoir
l'appliquer de façon globale, en fait, de façon automatique. Il y a plein d'exemples dans la vie de tous les jours qui reflètent cette évolution au niveau des apprentissages. Effectivement, ce sont des capacités qui sont très importantes dans notre vie quotidienne. Et est-ce qu'il y a des implications particulières pour les apprentissages scolaires chez l'enfant? Pour les apprentissages scolaires, on peut prendre l'exemple de la lecture, par exemple, en fait. La lecture, on va d'abord apprendre les lettres, on va mettre les lettres ensemble pour former des syllabes, les syllabes vont former des mots, les mots vont former des phrases, et ben on a notre hiérarchie du local au global, d'accord? Donc on voit qu'au niveau des apprentissages, ce traitement local va être une forme de roue de secours qui va nous permettre de lire n'importe quel nouveau mot qu'on ne connaît pas. Donc on va, au niveau de l'apprentissage, commencer par du local, on met les lettres ensemble, ça fait des syllabes, etc. Une fois qu'on connaît bien les mots, une fois qu'on commence à savoir bien lire, on s'aperçoit que ce traitement global que je vous décrivais tout à l'heure, eh bien en fait, c'est le traitement qui devient automatique chez l'enfant, chez l'ado, chez l'adulte. En fait, des phrases, des mots, on les lit, on a la forme générale du mot. C'est pour ça que parfois quand vous avez des phrases avec des mots dont les lettres sont inversées, si vous gardez la forme générale du mot correcte, vous allez pouvoir lire facilement une phrase entière avec des lettres, des mots qui sont complètement inversés. Donc, je suis désolé pour vous, ça ne veut pas dire que vous avez un QI exceptionnel comme ce qu'on peut vous laisser penser sur certaines vidéos sur les réseaux sociaux. Ça veut juste dire que vous lisez de façon globale les mots à l'économie. Pour ça que parfois, il y a même des petites fautes dans les textes. On ne les détecte pas parce qu'on lit de façon globale. En revanche, si c'est une nouvelle langue, des nouveaux mots que vous ne connaissez pas, on s'aperçoit qu'on repasse en mode local pour déchiffrer ces mots. Vous voyez, cette dynamique-là, elle est présente pour la lecture. Chez l'enfant, chez l'ado, chez l'adulte et dans tous les apprentissages. Quand vous apprenez à conduire, c'est la même chose. Si vous apprenez à conduire, vous êtes d'abord en mode local, vous faites attention à chaque geste qu'il faut faire, la synchronisation entre le fait d'appuyer sur la pédale d'embrayage, bouger le levier de vitesse, etc. Ça vous demande beaucoup de ressources cognitives, c'est un traitement plutôt local. Et au fur et à mesure, vous allez intégrer tout ça, ça va devenir automatique. Et là, on s'aperçoit que ça devient global, ce qui vous permet après, par exemple, de discuter avec le passager ou écouter de la musique, alors qu'au départ, on est en mode local très concentré, c'est très coûteux. Et ça s'automatise et ça devient global. Vous voyez, donc des apprentissages scolaires à la vie de tous les jours, on a cette évolution d'un traitement local vers un traitement global. Donc si les jeunes enfants avant 5-6 ans traitent le monde différemment des adultes, est-ce qu'il faut adapter leur environnement, notamment en classe, leur environnement visuel? Alors, c'est oui, une question très pertinente. On essaye de répondre à ces questions dans nos travaux de recherche au laboratoire. Et l'exemple que je peux vous donner, c'est la thèse d'une collègue qui s'appelle Sabrina Bouassoun, qui a fait sa thèse justement sur l'optimisation du traitement attentionnel par les enfants et l'impact de la couleur aussi qui peut impacter les traitements. Ça, c'est une autre question. Donc en fait, on s'aperçoit que comme les enfants vont avoir le regard attiré par des éléments locaux, mais l'adulte aussi en fait, hein. D'accord, si vous êtes en train de travailler et puis vous avez un mouvement, quelque chose on repasse en mode local et on regarde ce qui se passe. Bah, chez l'enfant, chez l'ado, chez l'adulte, on a remarqué que si on place un cadre, en fait, pour délimiter l'espace, ça paraît tout simple. Mais finalement, personne ne l'avait fait avant. Il y a beaucoup d'enseignants qui le font, c'est une intuition scientifique qu'ont beaucoup d'enseignants. Donc c'est super hein, que leur intuition scientifique soit confirmée par la recherche et aille dans le bon sens, c'est parfait. Donc là, nous, on a montré avec une méthode expérimentale qu'ajouter un cadre qui délimite vraiment physiquement l'espace de travail permet d'éviter ces interférences de l'extérieur, qu'elles soient locales ou globales. En fait, c'est juste des interférences de ce qui se passe à l'extérieur de ce cadre. Et donc, ce qui va permettre à l'enfant, à l'ado et à l'adulte, hein, ça marche à tous les âges de la vie, montrer qu'on va pouvoir capturer l'attention de façon plus efficace parce qu'il y a à l'intérieur de ce cadre-là. Donc, une méthode chez l'enfant, c'est de délimiter l'espace. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces informations très intéressantes. Est-ce qu'il y a eu des travaux de recherche qui ont porté sur la question de l'entraînement des capacités attentionnelles visuelles? Alors, il y a eu quelques travaux. En fait, nous, on a fait, il y a quelques années, une recherche qui montrait que si, par exemple, vous faites un entraînement à la pleine conscience, à la mindfulness, eh bien, finalement, quand on s'entraîne avec ce type de procédure, eh bien, il va y avoir un effet de transfert qui va vous permettre de mieux vous concentrer sur les informations visuelles qu'on vous présente. Ce qui fait que les enfants, les ados qui avaient été
qui avaient bénéficié d'un entraînement à la pleine conscience, par rapport à un groupe contrôle actif qui, eux, n'avaient pas bénéficié de cet entraînement-là, eh bien, on s'aperçoit que ça a modifié leur capacité de traitement visio-spatial local global. Ils vont avoir une meilleure capacité pour ignorer les distracteurs visuels. Donc oui, on peut les entraîner. Et il y a des effets de transfert qui sont pas massifs, mais qui sont présents, en fait, et qui permettent d'améliorer ces entraînements-là. Après, s'entraîner à faire du local, du local, du local, du local, ou du global, du global, du global, ça prend beaucoup de temps, en fait. Il y a une étude qui a montré qu'il faut au moins 10 000 essais d'entraînement en global pour pouvoir modifier, ou en local, pour pouvoir modifier ces types de traitements. Donc on voit que c'est pas encore... et le mieux, c'est de laisser l'apprentissage faire son œuvre, c'est-à-dire qu'on sait qu'on passe d'abord par du local, et on arrive à du global. Ce qu'on peut faire, c'est faire un entraînement aux fonctions exécutives, par exemple, pour nous apprendre à mieux mobiliser nos ressources, pour réussir à ignorer des distracteurs de l'environnement. D'accord, donc si on entraîne nos capacités attentionnelles visuelles, on pourrait potentiellement plus résister à tous les distracteurs qui nous entourent, ce qui pourrait potentiellement permettre aux enfants de mieux rentrer dans les apprentissages et d'être voilà, moins distraits dans leurs apprentissages. Oui, on peut imaginer que c'est une application possible. Après, il y a des réflexes attentionnels qu'on gardera, et heureusement qu'on les garde. C'est-à-dire que quand il y a un mouvement, par exemple, en périphérie, ben, ça vous fait repasser en mode global, heureusement, en fait. Parce que ça veut dire qu'après, si un enfant joue tranquillement, ou fait de la trottinette, ben, ça veut dire que quand il y a un mouvement, quelque chose qui attire son regard, un mouvement qui attire sa vision périphérique, ça élargit son focus attentionnel, et il va repasser en mode, après, donc on passe, le global vous fait attirer votre focus attentionnel vers un danger potentiel, et vous repassez rapidement en mode local pour identifier d'où vient ce danger. Donc il faut quand même garder cette mobilité attentionnelle, mais apprendre à bien passer efficacement d'un niveau à l'autre, via par exemple de la flexibilité mentale. Et ça, en fait, oui, il y a un intérêt majeur. Et par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, délimiter l'espace pour éviter des interférences de l'extérieur, ça a tout son sens. Et c'est ce qui se passe, par exemple, vous avez un cadre, là par exemple sur votre ordinateur, là vous avez par exemple vos questions, vos notes, vous avez un cadre dessus. En fait, ça, typiquement, ça délimite l'espace. Et c'est pour ça que parfois on est complètement absorbé par ce qu'on fait sur un écran, parce qu'il y a un cadre, finalement, qui va favoriser encore plus ce truc-là. C'est-à-dire que ça va bloquer des interférences extérieures, ce qui n'est pas forcément top quand vous êtes dans la rue, ou quand il y a quelqu'un qui vous parle et que vous êtes absorbé dans l'écran. Après, ça peut servir à mieux vous concentrer quand vous avez un travail à faire pour votre boulot, par exemple. Et pour changer un peu de sujet, est-ce qu'il y a des pathologies particulières qui affectent ces capacités attentionnelles visuelles? Alors, en fait, il y a énormément de pathologies qui sont associées à une modification du traitement de l'environnement. D'accord ? Les informations visuelles sont énormément modulées par beaucoup de pathologies. Des pathologies chez l'enfant, on va avoir par exemple les enfants autistes qui vont avoir un traitement plutôt local de l'environnement. Donc c'est ce qu'on va appeler le déficit de cohérence centrale en fait. On va pas réussir à traiter de façon globale, que ce soit des visages, que ce soit n'importe quelle information de l'environnement. Donc on va avoir des réseaux cérébraux qui vont être différents au niveau du traitement visio-spatial pour par exemple ce type de pathologie. On a aussi du développement atypique qui peut être mis en évidence, par exemple chez des enfants nés grands prématurés. Ça, on l'a montré au laboratoire avec une collègue qui est médecin au CHU de Caen, Valérie Datin-Dorière. On a montré que, en fait, les enfants nés grands prématurés vont développer des capacités visio-spatiales qui sont efficaces. Hein, d'accord, ça marche. Il y a des mécanismes de compensation, de vicariance, des chemins utilisés pour traiter les informations. Mais il va y avoir une petite différence avec les enfants tout venant. En fait, ils ne vont pas traiter les informations tout à fait de la même façon. À la fin, ils vont réussir à les traiter efficacement. Mais en fait, on va avoir des différences également qui peuvent être liées. Donc là, on parlait de la prématurité, mais on peut avoir ça également pour des enfants qui ont subi une anesthésie générale. Ça, on a publié un travail là-dessus l'an passé avec Jean-Philippe Salin, qui est anesthésiste en pédiatrie à Caen. Et on s'aperçoit que les enfants qui ont bénéficié d'une anesthésie générale avant leurs 3 ans, en fait, vont avoir une perception visio-attentionnelle qui va être efficace, mais un tout petit peu différente des enfants tout venant. Ils vont avoir un effet de précédence globale plus marqué, par exemple, ces enfants-là.
dans la vie de tous les jours, ils ont des mécanismes qui font que ils traitent efficacement les informations. Je ne voudrais pas inquiéter tout le monde par rapport aux anesthésies ou à la grande prématurité, mais dites-vous qu'en fait, il y a des événements de vie comme ça qui font que ça va modifier l'attention visio-spatiale. Et des pathologies qui vont le modifier aussi. Donc avec une transition, on a parlé de l'enfant, on a parlé de la prématurité. Maintenant, à l'autre extrémité de la courbe, un adulte vieillissant qui boit un petit peu trop, d'accord, qui a un trouble d'utilisation de l'alcool, par exemple un patient avec un syndrome de Korsakoff, eh bien en fait, va avoir également de gros troubles de perception visio-attentionnelle globale locale. Donc vous voyez en fait à chaque étape de la vie, en fait ce qui peut nous arriver, que ce soit une pathologie, un accident, un développement un peu atypique, mais ça va avoir des répercussions sur le traitement visio-spatial. D'où l'importance d'étudier ces types de traitements. Et quelles conséquences ça pourrait avoir concrètement sur la vie des patients ? Sur la vie des patients, on parlait de la conduite tout à l'heure en fait. Si on prend les patients adultes, typiquement, la conduite automobile, quelqu'un qui a un déficit d'inhibition, de blocage des informations visio-spatiales qui viennent potentiellement interférer avec, par exemple, la conduite, et on voit que dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, ça peut poser un souci. Donc ça, c'est chez l'adulte, chez l'ado, chez l'enfant. S'il y a certaines pathologies ou certains développements atypiques, comme on voit qu'il y a un lien avec les apprentissages scolaires, ce visio-spatial a un rôle important à jouer là-dedans. Évidemment, s'il y a une trajectoire développementale qui dévie trop, eh bien en fait, c'est un enfant qui peut se retrouver en difficulté d'apprentissage. Il y a l'émotion aussi qui joue. On n'en a pas parlé, mais l'émotion influence votre perception du monde, en fait. Si vous êtes avec un contexte émotionnel favorable, plaisant, vous avez un focus attentionnel qui est beaucoup plus large que si vous êtes dans un contexte émotionnel négatif. Le contexte émotionnel négatif va vous faire refocaliser sur les détails. Donc pour un enfant, un ado, un adulte, quand vous arrivez au travail, un enfant qui arrive à l'école, un ado qui arrive au collège, bien en fait le contexte émotionnel dans lequel il est, avant d'arriver en classe, va modifier sa perception du monde visio-spatial. Donc ça veut dire que tous les enfants, on leur présente la même chose au tableau, les mêmes choses à l'oral, les mêmes choses sur un document sur lequel ils doivent travailler. Le contexte émotionnel dans lequel ils sont va modifier leur perception de l'environnement. Il y en a qui vont se focaliser plus sur les détails, d'autres plus sur l'ensemble. Ce qui est important quand même, quand il y a un problème à résoudre, être capable de faire du lien entre les différentes choses, c'est important. Eh bien, au niveau visuel, on n'est pas tous égaux selon l'état émotionnel dans lequel on est en arrivant. Alors on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots de tes travaux de recherche actuels ? Bien, actuellement, on continue de travailler sur l'impact d'une anesthésie générale sur le développement de l'enfant. On essaye d'avoir une granulométrie un peu plus fine de en quoi ça va influencer ces traitements visio-spatiaux. Donc ça, c'est un gros pan du travail actuel. On travaille également sur la perception d'œuvres d'art. En fait, vous voyez, on fait le grand écart. En fait, le visio-spatial est impliqué dans toutes les tâches de la vie quotidienne. Donc en fait, c'est important d'avoir une cartographie de comment ça se passe. Donc on va voir en quoi, par exemple, si vous faites une visite dans un musée, donc on fait ça en partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Caen, eh bien en fait, on va voir si le fait que quelqu'un vous explique ce qui se passe dans les tableaux que vous observez, en quoi ça va modifier votre perception du monde, votre façon de percevoir une œuvre d'art et votre façon de considérer les informations visio-spatiales. Donc on fait un petit test local global dont je vous parlais avec les formes géométriques avant la visite, après la visite, et on regarde s'il y a une influence de la visite sur vos capacités visio-spatiales. Donc on fait ça, on s'intéresse aussi à la couleur, d'accord, en quoi la couleur va modifier vos capacités visuelles. Ça, on sait qu'il y a un impact, donc on essaye de le découvrir de façon plus fine, et en parallèle, on essaye de voir les réseaux cérébraux en lien avec toutes ces modifications comportementales. Donc il y a tout un maillage finalement de projets scientifiques, de la psychologie expérimentale à l'imagerie cérébrale, au cours de la vie, à différents âges de la vie, qui vont nous permettre de mieux comprendre ces mécanismes et ce qui les influence. Est-ce qu'il y a une conclusion, un mot de la fin que tu voudrais laisser à nos auditeurs et nos auditrices ? Bien, le mot de la fin, je dirais qu'en fait, ce sont vraiment... Quand on voit un grand carré fait avec des petits ronds, on se dit, mais en fait, dans la vie de tous les jours, on ne voit pas ce genre de stimuli, en fait, d'image. Mais en fait, gardons à l'esprit que c'est du matériel de laboratoire. Si vous allez lire un des articles qu'on publie, souvent, on utilise ce matériel de laboratoire. Et on a montré qu'on a un lien très fort avec le traitement des objets de la vie courante. On a publié ça aussi. Donc, en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce sont vraiment deux mécanismes qui fonctionnent en parallèle dans le cerveau.
le traitement local des informations, le traitement global, et ils sont tous les deux très utiles et essentiels dans notre vie quotidienne. Donc le mot de la fin, ce serait essayer de continuer à être curieux. Quand vous découvrez quelque chose, vous avez ce traitement local qui est favorisé. Et puis quand on se détend, qu'on a une perception globale du monde, mais parfois c'est reposant, ça marche très bien. Et dites-vous que ce que vous percevez au niveau visuel, ça marche aussi dans votre façon de penser. D'accord ? La façon dont vous pensez le monde, un enfant va penser le monde de façon locale. Et puis au fur et à mesure de l'âge, il va avoir une pensée plutôt globale de l'environnement. Et de ce sur quoi il doit travailler, en fait, quand il a des petits problèmes à résoudre. Au départ, c'est très isolé. C'est des enfants qui ne vont pas faire du lien entre différentes matières qui sont enseignées. Mais en fait, plus on avance en âge, plus on arrive à faire du lien. Donc en fait, ce que je vous ai évoqué brièvement là, sur la perception visuelle, dites-vous que c'est la même chose dans votre façon de penser le monde, en fait. Parfois on pense local, parfois on pense global. Il faut être capable d'articuler les deux. Donc ce sont deux mécanismes essentiels dans notre vie de tous les jours. On arrive à la fin de cet épisode du podcast du 21. Merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous pour partager cette discussion passionnante autour de l'attention visuelle. Merci à tous nos auditeurs et nos auditrices d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié ce voyage scientifique avec nous, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, mais aussi sur LinkedIn, Facebook, X, YouTube et Instagram pour rester informé des dernières découvertes en psychologie. On vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Merci et à bientôt pour un nouveau podcast.